Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Après Bertin Kissop, depuis un quartier du pénitencier de Kondengui à Yaoundé, avec 14 demandes en annulation, c'est au tour de Joshua Nambangui aussi, Maurice Kamto et Cabral Libi, respectivement candidats pour le Social Democratic Front du MRC et Parti Univers à la présidentielle de dimanche dernier, de solliciter l'annulation de cette élection. Si pour Maurice Kamto, le scrutin présidentiel devra être annulé dans 7 régions, à savoir le nord-ouest, le sud-ouest, tout le septentrion, à savoir l'extrême nord, le nord et la Damawa, l'est et le sud. Le député SDF Touvouri et candidat au SDF à la magistrature suprême, par contre, parle d'une annulation totale au motif que les populations du nord-ouest et du sud-ouest n'ont pas pu prendre part à l'élection. Contentieux électoral, SDF, Univers et MRC demandent l'annulation de l'élection. C'est le fait du jour. Voilà, SDF, MRC et Univers demandent l'annulation de l'élection. Pour en parler, je suis avec Thierry Niopé. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jeanne Rotou. Bonsoir également aux téléspectateurs de cette belle et prestigieuse émission. Voilà, merci. On ne vous a pas vu depuis le 7 octobre. Oui, mais la raison était évidente. Je l'avais même annoncé sur ce plateau en tant que journaliste de terrain, au-delà d'être responsable en matière de communication. Je me suis permis de descendre sur le terrain et j'étais justement du côté de l'Ouest pendant les 2 semaines de la campagne électorale où j'ai dû toucher du doigt la réalité de cette partie du pays. Ok. Bienvenue sur le plateau donc. Alain Djipo, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et merci pour la nouvelle invitation. Voilà, vous êtes conseiller à la direction de publication du bien nommé quotidien Le Messager. Voilà, vous êtes là. Bon, je commence avec vous, Alain Djipo. Le SDF évoque le fait qu'il y a une bonne partie du Cameroun, tout entier, qui n'a pas participé. Et quand il fait référence au nord-ouest et au sud-ouest. Sa revendication est-elle fondée? Je crois que le recours introduit par le SDF dans le sens de demander l'annulation de l'élection présidentielle, tout au moins dans la partie dite anglophone, peut se comprendre à plusieurs niveaux. D'abord parce que vous savez que depuis 2 ans, de ce côté-là, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il sévit un climat des plus délétères, pour ne pas dire le moins. Les tensions sont tellement vives qu'au point où les populations qui devraient naturellement prendre part au scrutin, qui sont également inscrites sur les listes électorales et devraient remplir en toute légalité, en toute légitimité, n'est-ce pas, leur devoir de citoyen, n'ont pas pu le faire tout simplement parce que, au regard du contexte d'insécurité ambiant, au regard du climat de tension, au regard des exactions commises par toutes les forces en présence de ce côté-là, ces populations ont préféré prendre la poudre d'escampette et se sont réfugiées dans diverses localités du pays et même en dehors du pays. Ce qui fait donc que la démarche du SDF qui consiste à faire savoir que de ce côté-là, le SDF est naturellement un bastion dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec des populations en fuite dont la majorité n'ont pas pu exercer le droit de vote. Le SDF était donc fondé de poser ça sur la table, n'est-ce pas, du Conseil constitutionnel qui devra y plancher. Et quand on a fini de parler de ce climat d'insécurité, il faut quand même ajouter à cela d'autres irrégularités qui ont été dénoncées toujours par l'entremise, n'est-ce pas, du SDF, parce que malgré le contexte d'insécurité que l'on sait dans cette partie du pays, on a organisé quand même, on a pu tenir quand même
le vote. Et les CAM a pu se déployer sur quelques localités et quelques personnes seulement ont pu voter. C'est le justement, justement sur ce plan-là, les conseils de Joshua parlent pour le Nord-Ouest, on parlait de 2344 bureaux de vote qui ont été finalement regroupés en 77 centres de vote. Naturellement, c'est l'érection des bureaux de vote en centre de vote qui est une démarche illégale qui a été maintes fois décriée par nous, les hommes de médias, les hommes politiques et tous les acteurs du processus. Les gens n'ont pas cru pourquoi les CAM méprisaient ainsi la loi, foulaient ainsi allègrement la loi au pied. Ce d'autant que le code pénal parle de bureaux de vote et non de centres de vote. Vouloir les regrouper en des centres et vouloir à tout prix que les populations contre vents et marées aillent voter ou elles n'ont pas été inscrites, c'est tout simplement marcher sur la loi et par conséquent piétiner la loi fondamentale, effectivement. Ok, Thierry Niopé, cette façon de faire, c'est-à-dire créer des centres de vote, donner raison à Joshua aussi, ça n'a pas permis à ce que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest aillent voter, comme tous les autres, des autres 8 régions du Cameroun. Il faut quand même souligner que les CAM s'inscrivaient dans une démarche tout à fait citoyenne. Tout le monde sait quand même que la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avait suffisamment fait ergoter autour ou sur les plateaux de télévision. Et c'est la raison pour laquelle, on l'avait même souligné sur ce plateau, pour permettre justement aux populations d'accomplir leurs devoirs civiques, il était question de sécuriser davantage ces zones. Il n'était pas facile pour les CAM, encore moins pour l'administration, qui devait veiller à la sérénité, à la protection des personnes et des biens au cours de cette journée du 7 octobre, de veiller justement ou d'assurer la protection de ces 2400, de ces 2344 bureaux de vote. Donc, les CAM ont trouvé certainement judicieux de les regrouper en centre de vote pour faciliter justement la protection et la sécurité des personnes qui devaient s'y rendre. Alain l'a souligné tout à l'heure, c'est clair que cela a certainement eu un impact sur le déroulement ou sur le déploiement des personnes qui devaient accomplir leurs devoirs civiques ce jour, parce qu'il n'est pas toujours aisé de quitter d'un bureau ou d'un centre de vote pour un autre. La distance peut être assez importante et cela n'a pas certainement facilité le déplacement des uns et des autres au cours de cette journée, parce que quand j'étais à l'ouest, notamment non loin du côté du nord-ouest, j'étais exactement à Babadjou, c'est une région, c'est un arrondissement limitrophe à Santa. Ils sont à 15 km de Santa qui n'est non plus très loin du nord-ouest, donc c'est assez pénible pour se mouvoir sur le terrain. Nous, en tant que journalistes, il n'était pas déjà facile de quitter d'un endroit à un autre sans le laisser passer, parce que quitter Babadjou pour Mbouda, alors que la distance n'est pas assez importante, il fallait nécessairement un laisser-aller, un laisser-passer. Ce laisser-passer n'était pas donné à tout le monde, un laisser-passer qui était donné par l'administration. Donc, imaginez donc un contexte comme celui-là, où il était question de quitter d'un endroit à un autre. Il était tout à fait normal pour les uns et les autres de vaquer difficilement à cette occupation, malheureusement. Voilà, un autre aspect qu'évoque Joshua aussi, c'est cette batterie de restrictions des libertés, que ce soit au sud-ouest comme au nord-ouest. Les gouverneurs, on a vu ces derniers temps, ils restreignaient les libertés de mouvement des citoyens, de circulation. Effectivement, ce grief-là est revenu à plusieurs reprises, ce d'autant que le ministre de l'administration territoriale, M. Atangadji, avait pris un décret qui restreignait effectivement quelques libertés et puis... Non, là c'était sur le plan national. Oui. Moi je parle au niveau des gouverneurs. Je voudrais dire que en fait, les patrons des régions ont emboîté le pas au MINAT. Ont emboîté tout simplement le pas au MINAT parce que vous savez très bien que sur place, si on peut évoquer le cas du littoral où nous étions, le préfet de Vouri avait par exemple pris une mesure qui visait à restreindre, à fermer certains commerces, à l'exception des boulangeries, des pharmacies et des stations
service. Cette mesure, par exemple, qui a été strictement appliquée dans le Vouri, a eu toutes les peines du monde à s'appliquer dans le Mungo, où nos reporters ont constaté qu'il y avait des boulangeries ouvertes et l'autorité administrative est venue exiger la fermeture. Toute chose qui n'entrait pas en phase avec le sens des décisions du MINAT et même des autres autorités de la région. Donc, comme pour dire qu'effectivement, suite aux exactions et au climat de tension, il était de bon ton que les responsables des régions prient, n'est-ce pas, des mesures visant justement à empêcher une circulation des personnes et des biens la veille du scrutin et le jour du scrutin jusqu'à 18h. Cette mesure a été tout simplement respectée dans la plupart de localités où beaucoup de gens ont préféré même garer leur véhicule et battre le pavé tout simplement à pied pour allier des centres de bureaux de vote pour des lieux de culte et autres. Vous vous souvenez que l'élection s'est déroulée un dimanche. Oui. Et dans le jour de prière pour ceux qui devraient se rendre, pour les chrétiens qui devraient se rendre, n'est-ce pas, à l'église pour glorifier le Seigneur. Donc, pour me résumer, je crois que toutes ces mesures visaient quand même à délimiter, à prévenir le phénomène des charters qu'on a souvent décrié lors des opérations électorales où des gens qui sont inscrits dans une ville lambda sont transportés nuitamment dans un autre coin du pays pour des opérations frauduleuses, dolosives, électorales. Et donc, je crois que ces mesures visaient justement à réduire un tant soit peu le champ, n'est-ce pas, de ces irrégularités qui, ma foi, ont toujours eu la peau dure. À bien de bureaux de vote, on a constaté que la mayonnaise n'avait pas pris et que, en raison, n'est-ce pas, d'un certain nombre de dysfonctionnements, on a noté aussi des irrégularités qui reviennent et c'est sur lesquelles, ce sont ces irrégularités-là sur lesquelles s'appuient les partis politiques aujourd'hui pour introduire un recours en annulation qui est partiel, qui est total, n'est-ce pas, de l'élection présidentielle qui s'est déroulée le 7 octobre dernier. Oui, on va revenir sur cette... Joshua aussi pense que la nation camerounaise n'a pas pris part au scrutin. Et ils disent, le président de la République, alors sorti des urnes, serait considéré comme étant celui des francophones, légitimant et renforçant, pour ainsi dire, les thèses séparatistes. Je veux que ce soit Wilfried Ekanga qui nous en dise un mot. Bienvenue déjà, Wilfried Ekanga. Merci, bonsoir. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, Joshua aussi pense que le fait que les populations du nord-ouest et du sud-ouest n'aient pas véritablement pris part au scrutin de dimanche, ça renforce un peu. Hein. C'est une affaire purement francophone. D'une certaine façon, de manière générale, il faut dire avec beaucoup de sérieux que dans un pays qui connaît un contexte de tension, dans un pays qui est, on va dire, divisé, dans un pays qui connaît des rixes entre plusieurs partis, ce n'est pas le bon moment pour organiser une élection présidentielle. D'ailleurs, on a eu le même événement lors de la crise en Côte d'Ivoire en 2011, où un économiste camerounais, Jean-Paul Pogala, a adressé une missive au secrétaire général de l'ONU et à M. Choi, Ban Ki-moon et M. Choi, en demandant, lui qui est sud-coréen, M. Ban Ki-moon, est-ce qu'il est possible qu'il aille entériner des élections qui réunifient les deux Corées, alors que les deux pays sont séparés depuis la guerre de Corée et la fin en 1953. Oui. Est-ce qu'il est possible d'organiser comme ça une élection, un président commun pour les deux Corées? Dans le même sillage, le contexte camerounais fait que le pays étant en proie à justement cette crise-là entre deux partis, le contexte n'est pas propice. Cela dit, étant donné que quand bien même les candidats auraient dit qu'ils ne vont pas aux élections, les élections se seraient de toute façon tenues parce que l'État camerounais qui ne se remet pas en question et considère qu'il a bien fait rejetterait la faute sur les autres en disant on a organisé des élections, selon nous tout se passe bien, vous n'êtes pas allés aux élections et donc vous avez garanti à Paul Biya une probabilité de victoire de 100%. Donc pour se donner au moins 50% de chances de réussir, ils sont allés à cette élection parce que d'un autre côté, oui, c'est contre-productif. Ne pas aller à l'élection, c'est
créer une situation où le président Paul Biya demeure au pouvoir alors qu'on voudrait qu'il s'en aille. En fait, ce serait paradoxal. Donc, ils y sont allés en tablant sur deux volets. D'abord, le premier volet, c'était le projet, en essayant de convaincre les populations, aussi bien Cabral Libby que Joshua Oshie ou que Maurice Kamto, que j'ai soutenu, chacun de ces partis. Les autres même aussi ont élaboré un plan d'action, un programme de société qu'ils ont présenté avec beaucoup de sérieux à la population en disant voici ce qu'on nous propose, voici ce qu'on vous propose. Et voilà, constater que comparé au programme politique du RDPC, du côté du RDPC, c'est plus ou moins le néant absolu. Donc ça c'était le premier élément. Et le deuxième élément, ils ont essayé avec leurs moyens de veiller au bon déroulement de ces élections en mettant des scrutateurs là où c'était possible en fonction vraiment de l'envergure de chacun des partis. Aucun, mis à part le parti au pouvoir, n'a réussi évidemment à avoir des scrutateurs dans toutes les zones, ce qui a donc conduit dans les zones où il n'y avait pas de scrutateurs à ces fraudes ou tentatives de fraude, et même dans les zones où il y avait des scrutateurs, tout ça conduit quand même à tout type de manipulation, parce que notre État, l'état dans lequel nous vivons, peine à apprendre de ses erreurs et continue lui-même à tendre la main à ceux qui le critiquent. Aujourd'hui, cet après-midi, nous étions dans la demeure de monsieur Albert Ndjangan. On en parle en deuxième partie du Equinox. Voilà, pour brosser, en tout cas. C'est prévu. Voilà, pour brosser, en tout cas, nous étions dans un cadre privé et les autorités ont quand même décidé que quelque chose qui se passait en privé pouvait être annulé. Donc, on a des éléments comme ça, tout autant qu'on a des éléments factuels. En tout cas, chacun de ces candidats a en sa possession des témoignages avec preuve à l'appui qui démontrent que dans certaines zones où il y avait quand même un scrutateur d'un parti d'opposition, les résultats étaient à 100%, ce qui est impossible parce qu'un scrutateur du MRC ne va pas aller jeter le bulletin de Paul Biya dans l'urne, donc forcément il y a eu manipulation et il demande, en tout cas dans le cas du MRC par exemple, l'annulation au moins dans ces zones-là où cela s'est passé parce que ça perd son cadre légal quand les règles de l'art ne sont pas respectées. Et pour Joshua Oshie qui estime que de manière à macro-échelle, les élections ne se sont pas bien passées dans les zones anglophones, contrairement à ce que en dit la pseudo Amnesty Transparency International que le gouvernement a fait venir. Les élections ne se sont pas bien déroulées et donc il estime qu'il faut totalement annuler. Bon, ce n'est pas la position du MRC. Nous, on reste dans une logique. Oui, on reste dans une logique régalienne en disant. En toute absence de propagande, que les élections se sont plus ou moins bien tenues à bien des égards dans bien des zones, mais il y a des zones justement, ça n'a pas été parfait, il y a des zones où ça ne s'est pas bien passé et donc dans ces zones-là, nous voudrions que les cartes soient redistribuées parce que toute fraude, qu'elle soit commise par l'État ou par un parti d'opposition, décrédibilise et fait perdre son cadre légal à un scrutin quel qu'il soit. Ok. Voilà, sur cette sortie de Joshua aussi, qui pense que c'est le président pour les francophones. Non, je ne pense pas. Wilfried l'a souligné tout à l'heure, l'élection s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national. C'est quand même vrai qu'on l'a relevé. Il y a des zones comme le nord-est et le sud-ouest où les choses ne sont pas suffisamment bien déroulées. C'est parce que les bureaux de vote ont été érigés en centre de vote. C'est pourquoi il demande l'annulation de annulation totale. On ne peut Parce pas que ces deux régions. On ne peut pas dire que le futur président justement du Cameroun sera un président exclusivement pour les francophones, parce que tel qu'en soit les cas, on a vu les scores. Pour l'instant, les résultats qui nous parviennent, en attendant que le Conseil constitutionnel y travaille et rende public ces élections-là. Quand on regarde tout ce qui s'est passé là-bas, il y a quand même eu des électeurs qui ont tranquillement vaqué et accompli leur devoir civique. Maintenant, on devrait peut-être réfléchir sur les éléments qu'on devrait mettre à l'actif des uns et des autres pour décrier, pour dénoncer ce scrutin, parce que il est clair qu'on ne peut pas avoir un scrutateur dans un bureau de vote, parce que c'est clair qu'on l'a vu du côté de l'Ouest, il y a eu des bureaux, il y avait nécessairement des scrutateurs, au moins du SDF et du MRC. C'est vrai que les autres partis politiques n'étaient pas suffisamment représentés. On y retrouvait quand même au moins un scrutateur et un représentant d'une formation politique de l'opposition, et il n'est pas possible que le RDPC se retrouve avec 100% dans ces bureaux de vote-là. Donc, partout où il y aura ces quelques cas-là, il est tout à fait normal que les uns et les autres, ou les différents mandataires de ces formations politiques demandent l'annulation totale ou partielle. Ça dépend des uns et des autres. Mais il est clair quand même que l'élection s'est tenue dans ces différentes parties, et on ne saurait dire que le futur président serait un président uniquement pour les francophones.
Voilà, s'agissant du MRC, le MRC demande l'annulation dans 7 régions. Oui. 7 régions, tout le septentrion. D'ailleurs, n'est-ce pas, des régions dites anglophones. Oui, il y a le septentrion. demande l'annulation de l'élection dans le septentrion. Le sud. Dans l'est du Cameroun. Et le sud. Je crois également. Non, le sud et l'est. Oui. Ouais, exactement. Pourquoi, à votre avis? L'exposé de motifs qui apparaît sur une des copies de la requête introduite par le MRC, oui. Maurice Kamto, en date du 10 octobre, que nous avons d'ailleurs parcouru avant d'entrer dans ce studio, est suffisamment clair. On fait prévaloir des irrégularités qui ont entaché, n'est-ce pas, ce scrutin, notamment dans toutes les régions que vous avez précédemment citées. Et on va sur le terrain du droit, après avoir exposé les faits, tels que vécus selon les émissaires du MRC déployés dans les bureaux de vote. Ils ont donc fait des procès, ils ont fait des rapports, et l'état-major de M. Maurice Kamto les a centralisés pour en faire, n'est-ce pas, des outils nécessaires pour argumenter au niveau, n'est-ce pas, de la requête. Donc, après les faits, on va dans ce qu'on peut appeler le juridisme. On expose les articles clairement violés par soit Elecam, soit par l'administration, soit surtout Elecam, qui est beaucoup visé dans cette affaire, avec en exergue par exemple le cas de Maître Akere Mouna, oui, qui s'est désisté, on le sait. On a retrouvé ce bulletin dans les bureaux. La notification a été faite à Elecam, et malheureusement, et de manière incroyable et voire curieuse, on a retrouvé, comme par enchantement, les bulletins qui ne devraient pas figurer dans les bureaux de vote. Toutes choses qui ont pénalisé abondamment sérieusement, j'allais dire, le candidat Kamto. Donc, il y a ces motifs-là qui sont passés au peigne fin, et à l'aune, n'est-ce pas, des différentes articulations, des différents articles de la loi électorale qui sont, pour ainsi dire, violés. Donc, c'est pour cela que, en définitive, le MRC demande au Conseil constitutionnel d'annuler partiellement cette élection dans les 6 régions ou 7 qu'on a énumérées tout à l'heure. Bon, il y a aussi ce problème, Thierry Nyopin, il y a le MRC parle du retard dans l'affichage des listes. Comment ça se fait que ce soit le jour même qu'on affiche les listes? Pourtant, l'article 97 est clair, moins 8 jours. Justement, le MRC s'est appuyé sur cet aspect-là, ce qui s'est passé le 7 octobre. Oui, le problème s'est posé, c'est quand même vrai qu'au niveau de l'ECAM, on a eu à poser le problème, au niveau où nous étions, c'est quand même vrai que nos reporters également ont sillonné quelques autres zones de problèmes où les problèmes étaient récurrents, mais l'ECAM souligne que les listes définitives ont été affichées la veille, mais les listes partielles ont été affichées longtemps à l'avance pour permettre aux différents électeurs de voir, vous parlez de l'Ouest, c'était comme ça, sur toute l'étendue du territoire? Je peux pas exclusivement de la zone que j'ai couverte, et avec les rapports qui m'ont été envoyés par les personnes que nous avons envoyées, notamment à Douala, dans l'Ouvry, de manière générale, les listes ont été affichées la veille pour les rapports que nous avons jusqu'ici, mais Elecam a souligné effectivement que les listes partielles ont été affichés longtemps à l'avance pour permettre justement aux différents électeurs de vérifier leur nom, de recenser les différentes irrégularités pour les porter à qui de droit. Parce que je vous rappelle justement que... Elecam tient donc plusieurs discours, là. On a suivi des reportages ici où il nous faisait savoir, je crois, dans la 5e, que pour éviter le vandalisme, il ne pouvait pas afficher avant le 7. C'est peut-être le détail qu'il fallait préciser ici. Les listes ont été affichées dans les représentations ou dans des antennes, comme on les appelle, les antennes régionales ou communales de l'ECAM. C'est là-bas que les uns et les autres allaient les vérifier, parce que le jour du scrutin, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient les cartes d'électeurs dont les noms ne figuraient pas sur les listes électorales. Il y avait des gens qui avaient les noms sur les listes électorales, des cas qui sont d'ailleurs plus ou moins passables, parce que quand votre nom figure sur une liste électorale et que vous n'avez pas de carte d'électeur,
électeur, vous pouvez accomplir votre devoir civique sans aucun problème. Mais quand vous êtes détenteur d'une carte électorale alors que votre nom ne figure pas sur une liste électorale, vous ne le ferez pas, malgré l'instant. Pour le faire, il fallait justement faire une requête à l'autorité compétente. Il s'agit en fait d'une commission, on parle d'une commission communale qui était présidée par un président du tribunal qui devait, à la place ou à la suite de cette requête, vous adresser, ils ont appelé ça, en fait, qui devait vous adresser un procès verbal qui vous permettait effectivement d'accomplir votre devoir citoyen. Cela a été fait dans certaines zones et dans le cas où où cette commission n'avait pas été saisie à temps, ces requêtes n'ont pas prospéré, ce qui a fait en sorte effectivement que beaucoup de Camerounais n'ont pas malheureusement accompli leur devoir civique ce jour. Oui, rapidement, Alain Djibril, juste un petit mot. Avant encore une fois, Elecam, à l'observation, on constate qu'Elecam se prend des libertés vis-à-vis du code électoral. L'article 97 dont vous faisiez allusion est on ne peut plus clair. On demande à Elecam de publier les listes 8 jours avant. On n'a pas besoin, la loi ne dit pas qu'il faut d'abord publier des listes partielles. Ensuite, attendre 24 heures ou bien la veille du scrutin pour afficher les listes définitives. La loi ne le dit pas. Donc, à tout point de vue, Elecam est en tort. Okay. Et je voudrais ajouter, concernant toujours Elecam qui a été aussi, qui s'est montré aveugle sur les affichages. Je crois que ils ont relevé ça. Le MRC en a fait étalage, n'est-ce pas, du caractère disproportionné, n'est-ce pas, de l'utilisation du matériel électoral et de campagne. Vous savez très bien que toutes les rues du pays étaient inondées par un certain slogan, l'expérience de quelque chose, ou bien l'expérience de la force, je sais pas trop. Bref, un truc de ce genre-là. Et donc, le MRC s'appuie là-dessus pour dire que, de ce point de vue, la loi n'a pas été respectée. Il revenait à Elecam de demander aux autorités compétentes de retirer ces affiches qui ne respectaient pas la réglementation. On ne l'a pas fait. Donc, Elecam, encore une fois, a validé l'imposture à ce niveau-là. Et je finis rapidement pour indiquer que, à côté, n'est-ce pas, de cette situation que déplore le MRC, il y a également un gros problème qu'on a constaté dans nombre de bureaux de vote et qui est ressorti aujourd'hui dans la requête du MRC. À savoir que, curieusement, dans certains bureaux de vote, les bulletins de ce candidat-là avaient disparu. Voilà, on n'a pas pu les remplacer. Pour empêcher justement d'éventuels votants effectivement d'exprimer leur choix. Non, je crois que le terme que le MRC a utilisé, c'est épuisement. Je veux comprendre. Et en même temps, on va pas faire la philosophie là-dessus. Épuisement, vous êtes scrutateur. Il n'y avait pas de bulletin. Comment on peut parler d'épuisement des bulletins dans un bureau de vote? La question, on doit la poser à Elecam, justement, à ceux qui ont mis à disposition les bulletins et qui devaient connaître, qui ont le devoir de connaître, parce qu'ils le connaissent, le nombre d'électeurs potentiels, quand bien même tous voteraient pour le même nombre pour tous les candidats. C'est d'autant plus grave qu'ici, il y a là où j'étais scrutateur au lycée d'Aqua, je l'ai d'ailleurs fait remarquer, je dispose d'une vidéo, justement, que j'ai prise avec mon téléphone de la conversation pour que, afin que nul n'en ignore, si cela peut servir un jour de pièce à conviction, il y avait une disproportion entre les bulletins blancs et les autres bulletins. C'était palpable de visu, c'était palpable de toucher, et par simple curiosité, je demandais pourquoi est-ce que pour le RDPC, il y a beaucoup plus de bulletins que pour les autres. Heureusement, nous étions là. Je ne sais pas s'il y a eu des manipulations a posteriori, mais je peux dire en toute objectivité que pendant notre présence jusqu'au dépouillement, il n'a pas été... je n'ai pas été témoin de manipulation quelconque de ces bulletins-là, mais en tout cas, la remarque quand même me paraissait importante parce que je trouvais l'élément curieux. Dans les bulletins, dans les bureaux maintenant, il y a eu épuisement. On peut se demander pourquoi il y a eu épuisement. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs parce que ça veut dire qu'une grande proportion de gens ont voté pour des partis autres que le bulletin blanc. Mais maintenant, la question, est-ce qu'ils l'avaient prévu, les principaux responsables affiliés au système? Est-ce qu'ils avaient prévu que l'opposition remporterait dans ces zones-là haut la main, en tout cas que les gens voteraient haut la main pour l'opposition, et que expressément ils avaient mis une quantité infime de bulletins de manière à ce qu'il y ait épuisement? S'il y a épuisement et qu'il n'y a pas renouvellement, le scrutin devrait s'arrêter à ce niveau, sinon c'est déséquilibré, à moins qu'on élabore une nouvelle disposition où on dit ceux qui mettent l'enveloppe dans l'urne sans bulletin, on considère qu'ils ont voté pour justement le bulletin épuisé, mais cela n'a pas
été fait et donc ça entérine, ça encourage encore la fraude. L'État camerounais, c'est assez curieux qu'on dise que l'ECAM a prévenu le vandalisme. Ils sont devenus soudain très bons et donc ils ne veulent pas qu'on vandalise. La loi ne suppose pas que en cas de vandalisme ou de supposé vandalisme, publier les listes la veille et non 8 jours avant. Si la loi dit publier à une date précise, on les publie et s'il y a vandalisme, on les remplace tout simplement. On constate qu'en plus de modeler les règles de loi selon ce qui les arrange, ils respectent ou pas la loi selon le temps qu'il fait. Dans l'ensemble de la problématique que nous avons, l'État a commis 2 erreurs. Parce qu'en se plaignant de vandalisme, c'est très bien, mais on constate, les derniers jours nous montrent que ceux qui sont les principaux auteurs du trouble à l'ordre public, ce sont ceux-là qui sont en fait tenus de respecter l'ordre, de faire respecter l'ordre public. Au-delà des meetings annulés, au-delà des manipulations légales, au-delà des fraudes diverses, c'est en fait l'État qui depuis le début, jette l'opprobre sur l'intégrité de ces élections et les discrédibilise parce que le gouvernement étant constitué en majorité, en tout cas les cadres administratifs étant constitués en majorité de ceux qui, d'affiliés au parti au pouvoir, on ne veut pas le perdre, ce pouvoir. Et quand on ne veut pas perdre le pouvoir, on est prêt à absolument tout. Ça, c'est la faute politique qui démarre d'ailleurs sur la fameuse crise anglophone où, la réponse qu'il fallait apporter à un petit problème a été toute autre, la logique répressive au lieu de la logique du dialogue. Et maintenant, il y a tous ces éléments entre intimidation, entre arrestation, kidnapping, entre fraude, de manipulation, entre opacité, notamment en ce qui concerne le scrutin dans le septentrion, l'Adamawa, l'extrême nord et le nord, il y a cela, et ça découle en fait d'une faute économique au-delà de la faute politique que l'État a commise. L'Institut national de la statistique nous disait au début de l'année que les importations de poissons pour un pays qui a une ouverture sur la mer étaient à près de 180 000 tonnes, et c'est normal parce que quand l'économie est aussi faible dans un pays, tout le monde va aller à la fonction publique, et ceux qui sont à la fonction publique, si c'est le parti au pouvoir, veulent y rester parce que c'est le vivier et sont prêts à tout. C'est pour ça que nous avons tous ces problèmes que nous avons qui auraient dû être facilement évités. Voilà, merci. Vous avez, en fait, le MRC a évoqué 9 motifs. Il y a un autre, c'est la mise à disposition, un peu tard, des fonds de financement de la campagne. Le MRC se plaint que les fonds n'aient été débloqués, on va le dire comme ça, le 19. Oui, mais on a toujours alors que les listes définitives des 9 candidats, c'était 8. Oui, on a toujours dit... Là, c'est un autre point que met en avant le MRC. Oui, a raison. D'ailleurs, on l'a toujours dit, ceux qui entourent le président Biya ne l'aident pas beaucoup. On ne comprend pas quelles sont les dispositions qui les empêchaient de le faire à temps. L'argent étant là, l'argent a été prévu à de longue date. Donc, on aurait pu éviter ça. C'était quelque chose à éviter de manière... surtout que beaucoup de personnes se seraient attendues à avoir un peu plus que ce qui a été proposé par l'administration territoriale et par... non, le MRC ne parle pas du montant. Au-delà du montant. Au-delà du moment. Nous sommes d'accord. On l'a souligné tout à l'heure. C'était un motif qu'on aurait pu éviter par tous ceux qui géraient cette élection-là. Ils auraient pu le faire parce que l'argent était suffisamment... tout était connu de longue date. L'argent était disponible. On ne comprend pas pourquoi ils ont attendu la dernière minute justement pour le faire 3 jours avant. Et puis on a remarqué que cet argent n'a pas beaucoup servi, n'a pas permis à ceux qui devaient, à ces différents candidats, de se déployer réellement sur le terrain. Et ils n'en avaient même pas besoin, vu que le maître Kermouna, même s'il s'est désisté par la suite au profit du MRC, n'a pas attendu cet argent, encore moins Cabral Libi qui a fait appel justement au financement, au fundraising, donc à l'appel de fonds. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Ils n'ont pas eu besoin nécessairement de cet argent-là, mais on aurait pu éviter justement ce motif en mettant simplement l'argent à temps à la disposition de ces candidats. Donc, une fois de plus, ceux qui entourent le président Biya ne l'aident pas suffisamment, et vivement que au terme de ce scrutin-là, ceux qui auront en charge la gestion des affaires prennent des dispositions qui s'imposent pour que de pareils manquements ne surviennent pas, parce qu'il y a beaucoup de motifs, il y a beaucoup d'éléments qui ont été posés sur la table du Conseil constitutionnel qui auraient pu être évités. Par exemple, on parle de l'affichage disproportionné. On aurait pu éviter cela. Le RDPC n'avait pas à afficher sa toute puissance. On sait d'ailleurs que c'est
principale formation politique qui est la plus représentée au sein du triangle, au niveau du triangle national. D'ailleurs, on l'a vu au niveau même des différents bureaux de vote. C'est la seule formation qui était certainement représentée dans l'ensemble des bureaux de vote sur l'étendue du territoire national. Donc, ils n'avaient pas besoin d'affirmer leur toute puissance. Et puis, en réalité, ce ne sont pas les affiches que l'on vote, mais on vote un projet de société. Est-ce que le projet de société du RDP était suffisamment vendable au regard des résultats? Pour l'instant, on reste assez dubitatif parce que les résultats ne sont pas encore connus. C'est quand même vrai que en dehors de l'Ouest où le MRC a suffisamment affiché sa prédominance, en dehors des zones comme le Mongo, notamment Konsamba premier et deuxième, en dehors d'une partie du littoral, les résultats ailleurs qui nous sont venus des réseaux sociaux nous montrent quand même que le RDPC a affiché un bon comportement sur le plan électoral. Est-ce que les résultats présentés ou affichés dans les réseaux sociaux sont des résultats vrais et conformes? Seul le Conseil constitutionnel nous permettra de le savoir. C'est quand même vrai que jusqu'ici, on a décrié, on a dénoncé le comportement du président, du candidat du MRC, qui au lendemain près de 24 heures après la tenue du scrutin s'est permis de dire à l'opinion nationale et internationale que il lui a été confié un mandat, celui de tirer un penalty. Il a marqué et qu'il demandait la passation politique et pacifique du pouvoir. C'est quand même vrai que cela, d'une manière ou d'une autre, devait être dénoncé parce que, en réalité, quand on va à une élection, on connaît les principes de cette élection-là, on connaît les éléments qui devaient être mis en branle, et quand on décide d'y aller, on devrait faire des efforts de le respecter. Il fallait donc, et c'est le principal reproche qu'est fait au professeur Maurice Kamto en tant que juriste, il le sait, il le savait, et c'est quand même vrai qu'on se soit attendu à ce que, au-delà, la preuve, le contentieux a été posé sur la table. Maintenant, après avoir tiré dans le penalty, après l'avoir marqué, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il demande encore l'annulation de ce scrutin-là? C'est assez incompréhensible. Okay. Une minute. Oui, rapidement, on va accueillir Fabrice Tueli. Effectivement, je voudrais ajouter un élément de compréhension au caractère disproportionné qui a effectivement marqué la gestion, n'est-ce pas, de la campagne et même des élections. Toutes choses qui ont trouvé un espace dans la requête du MRC. Pour dire que effectivement le MRC a dénoncé le temps d'antenne alloué aux partis politiques. On a constaté malheureusement que sur les chaînes à capitaux publics, la part belle était accordée au président de la République sortant candidat à sa propre succession, ce qui n'est pas normal. On a également remarqué que du point de vue de la répartition des enveloppes, si tous étaient supposés percevoir 15 millions, on a remarqué quand même qu'à côté de ça, il y avait un candidat qui utilisait les moyens de l'État pour se mouvoir. Et donc, c'était déjà disproportionné. Et pour finir, concernant la sortie de Maurice Kamto, je ne pense pas que si la loi, l'article 131 notamment, qui dit que chaque bureau de vote, à la fermeture du bureau de vote... Non, 113. 113, exactement. 113 dit clairement qu'à la fermeture du bureau de vote, le dépouillement se fait de manière publique et les résultats sont communiqués. Et vous savez très bien que, en principe, dans les 25 000 bureaux de vote, chaque candidat doit avoir son représentant. Ce qui n'était pas le cas. Je ne vais pas faire de débat sur les représentants. Ce n'est pas ça le fond de ma pensée. Je voudrais indiquer que on a des moyens, on a des outils pour centraliser les résultats et savoir quel est le score qu'on a fait à l'issue d'un scrutin qui s'est déroulé et dont la fermeture a eu lieu à 18h. Aux alentours, ailleurs, on ne fait pas un miracle. Les pays qui sont économiquement moins lotis que le Cameroun parviennent à rendre public les résultats moins de 24 heures après. Mais est-ce que c'est les candidats qui le font? Terrible. Est-ce que c'est les candidats qui le font? Pardon? Est-ce que c'est les candidats qui le font? C'est notre loi qui est mauvaise. La loi électorale est mauvaise, il faut la revoir. Ok, merci. C'est de ça qu'il est question. Bienvenue. Merci Serge Alain, bonsoir au panel et à vos téléspectateurs. Du parti Univers, dites-nous, dans un communiqué, votre champion Kabla Libi, lui, parle d'annulation générale. C'est quoi le problème à Univers avec cette élection?
Ben, Serge Alain, vous m'offrez là simplement l'opportunité de dire que nous avons assisté à une élection dans son ensemble qui revêt d'énormes éléments de fraude entre les représentants présents dans les bureaux de vote. J'ai entendu dire, le confrère tout à l'heure, que les candidats n'ont pas pu déployer les hommes partout pour les représenter. Peut-être. Maintenant, lorsque vous avez un représentant dûment établi quelque part et que celui-là soit chassé du bureau de vote, le MRC parle d'expulsion de certains et que celui-là soit même dans les bureaux de vote, et que celui-là soit même détenu par une autorité administrative. Vous vous souvenez que, je ne sais pas si vous avez été au courant, à Mombo, dans le Mungu, en Konsamba précisément, je crois Konsamba 2, quelque part dans Konsamba 2 à Mombo, oui. On a un représentant qui a dû être arrêté et incarcéré pendant près d'une heure. Une heure, vous imaginez ce qui peut se passer dans son bureau de vote pendant qu'il est détenu par une autorité administrative. Ça a été décrié, ça a été dénoncé violemment et fort heureusement il a été libéré. C'est des faits qui ont des preuves. Vous avez des représentants dans l'extrême nord qui subissent des influences, qu'on retire des bureaux de vote et qu'on va déporter en montagne pour que ces derniers, on les jette en pâture, comme ça à la nature, pendant qu'ils ont un travail précis à faire. On reproche à l'opposition de ne pas pouvoir avoir la capacité d'être présent partout, pardon. Mais lorsqu'il fait lorsque cette opposition, notamment le Parti Univers, fait des efforts pour avoir des représentants dans l'arrière-pays, dont on sait tous qu'il y a souvent des fraudes, et ça s'est encore avéré, et que cela soit pris, soit retiré violemment, que ce soit par les autorités administratives, ou encore même, je ne voudrais pas faire un procès aux autorités traditionnelles qui se font complices par moment de ça dans ces zones-là, où le chef traditionnel est une autorité, est Dieu, et puis son peuple, c'est ses sujets. Vous avez dans des bureaux de vote, les présidents de bureaux de vote qui s'érigent en patron de bureaux de vote. Mais je voudrais rappeler ici, même aux confrères, aux autres partis de l'opposition, que les représentants dans les bureaux de vote ne sont pas à la solde des présidents de bureaux de vote. C'est pas possible. C'est autant des censeurs que le président du bureau de vote, à la limite du possible même. Puisque le président du bureau de vote est nommé par Elekam, il devrait jouer un rôle de coordination dans le bureau. Mais moi, à l'école publique puisque je sillonnais un peu toute la ville, dans le bureau de vote de l'école publique de Bali, j'ai dû avoir des accrochages avec le représentant, le président je crois, le chef de centre, le représentant de l'ECAM. Sur la simple raison que je disais à notre représentant dans les bureaux de vote de ne pas rester assis. Si vous regardez les reportages à la télé, vous verrez que la plupart des représentants sont assis à distribuer les bulletins aux électeurs, pendant que celui qui identifie les lecteurs, je voudrais préciser en passant, peut-être pour les prochaines fois, ou si l'élection est annulée et qu'elle doit être reprise, que ça soit refait, ceci soit rectifié, à l'endroit aussi des autres formations politiques. La première fraude commence par l'identification. Si vous ne parvenez pas à identifier les lecteurs qui arrivent, vous ne pouvez pas suivre la fraude après, parce que le dépouillement en réalité est le point de chute de tout ce qui s'est fait en aval. Alors, lorsque je dis à mon représentant de se rassurer, si le président du bureau de vote, puisque la loi lui confère de pouvoir avoir la capacité de décider que c'est elle ou lui qui identifie, autant que c'est un homme ou une femme, mais que mon représentant surveille, ne reste pas assis, que à chaque fois que j'ai demandé à mon représentant de regarder pour se rassurer que le lecteur qui présente sa carte est effectivement celui dont le nom est porté et celui dont le visage correspond à la photo sur la carte des lecteurs ou la carte d'identité. Mais lorsque vous avez un président de bureau de vote qui vous dit, mais monsieur, est-ce que c'est vous qui allez venir nous dire comment ça doit se passer dans notre bureau de vote? Il y a un problème.
et que le chef de centre vienne soutenir ça, nous sommes là en plein dans la fraude. Alors moi je leur ai dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Okay. Ça se fera simplement comme ça doit se faire. Le surveillant dans le bureau de vote, c'est le représentant. Il ne saurait être surveillé à son tour. Oui, ok. Et confiné à des tâches résiduelles. Ok. Parlant de fraude, Wilfried Ekanga, parmi les motifs du MRC, vous avez parlé de fraude traduite par de votes multiples. Vous avez ciblé la ville de Buea. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Racontez-nous un peu. Je n'y étais pas. Donc oui, quand je dis vous, bon, je parle du MRC. Oui, en tout cas, parce que vous avez ciblé Buea. Parce que c'était grave de ce côté-là. Parce que la partie anglophone est la partie où le vote a eu le plus de difficultés à se tenir. C'est la partie où la minorité a été la plus grande. On va dire, c'est compliqué à comprendre, mais en fait, une façon de dire, c'est là où on a vu la plus faible proportion d'électeurs par bureau de vote en raison de la crise qu'il y a. Et pour que ça ne fasse pas tâche, il fallait donc donner l'impression, même s'il y a 5 personnes, qu'il y en a davantage. Nous avons vécu, ce n'est même pas la peine d'aller toujours dans des zones compliquées, parce que le plus scandaleux se passe dans des zones dites francophones et dites paisibles. Ici, il y a voilà un autre élément à la fin. J'étais à côté d'une scrutatrice du parti Univers qui avait relevé, qui avait fait plusieurs remarques sur papier qu'elle voulait consigner dans le procès verbal. Et là, on lui fait comprendre que bon, on est fatigué, on va rentrer à la maison. En tout cas, les principaux responsables, c'est qu'on est là depuis 8 heures, on est fatigué, on va rentrer à la maison. Qu'est-ce que vous vouliez encore écrire? Et moi, de poser la question, mais la loi ne tient pas compte du fait qu'on soit fatigué. Si quelqu'un a une remarque à faire sur le procès verbal, déjà, ce n'est pas à cause de nous que nous nous retrouvons là depuis 8 heures. Ce n'est pas à cause de nous que nous nous retrouvons dans une pièce sans lumière. On est en 2018. Ce n'est pas, en fait, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui malheureusement appuient ce qui s'est passé dans les régions anglophones, même quand on n'y a pas été. Il y a d'abord le premier élément qui surprend. Vous avez un scrutateur quelque part, quand il n'a pas été pourchassé, il a forcément voté pour son parti. Mais on vous sort le résultat de ce bureau de vote en disant c'est 100% pour le RDPC. Ouais. C'est une absurdité grosse. On va justement comprendre. Oui, c'est une absurdité. Comment on en arrive à faire du 100% dans un bureau de vote? On arrive avec la même... Ça veut dire que les scrutateurs des autres partis ont voté pour... Oui, tout à fait. Quand 32 égale à 500, forcément, on peut avoir 100%, même quand il y a quelqu'un qui a voté pour quelqu'un d'autre. Et c'est justement sur cela qu'anticipait le professeur Maurice Kamto quand il a fait sa fameuse annonce. Beaucoup de gens prétendent ne pas comprendre le fait qu'il se soit, entre guillemets, déclaré vainqueur et que maintenant, il demande l'annulation des élections. Mais il n'y a rien d'incompréhensible dedans. C'est parce qu'il ne s'est jamais déclaré vainqueur. La citation, le professeur Maurice Kamto s'est déclaré vainqueur, vient des autres. Il ne l'a jamais dit. Je crois que ça langue, ces 32 dont sont capables de formuler la phrase « Je suis le vainqueur de l'élection ». S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il voulait s'entendre quelque chose, c'est de la communication politique. Dans une classe, il y a il y a deux raisons pour lesquelles le cours peut très mal se passer. C'est soit le professeur est incompétent et il ne se fait pas bien comprendre, soit c'est les élèves qui n'ont pas bien compris ce que disait le professeur. Et les faits lui donnent raison parce qu'en anticipant les irrégularités qui ont déjà eu lieu dans les échéances, les élections précédentes, il y a une petite quinzaine depuis 92, ça s'est toujours passé comme ça et il a anticipé en disant nous n'allons pas recommettre la même erreur que ceux qui sont passés avant nous, à s'asseoir dans notre fauteuil, à se vautrer dans le sofa et à penser que tout va se passer selon les règles de l'art. Nous allons mettre la pression sur ces fameux membres du Conseil constitutionnel et du gouvernement. On a vu un peu la succession de non-sens que le gouvernement a fait ces derniers temps en oubliant même ses principaux égarements comme l'affaire Amnesty International ou alors les sorties Transparency International. Oui. Ou alors les sorties immédiates après le statement de Maurice Kamto, mais après on voit le silence lorsqu'il faut s'exprimer sur les propres turpitudes gouvernementales. C'est la leçon qu'il voulait nous donner, c'est pour ça qu'on parle de bête politique. C'est la leçon qu'il voulait donner en disant n'attendez pas que le chaos arrive pour comprendre que nous sommes dans une situation d'irrationalité absolue. Anticiper, utiliser aussi des moyens, des mécanismes subtils qui sont plus ou moins les mêmes que ceux-là qui tiennent l'administration utiliser. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné partiellement parce qu'il est le seul à avoir vu les choses comme ça. Les autres ont attendu que le chaos, enfin que la catastrophe arrive pour s'exprimer. Et maintenant, on se demande si on va y arriver parce que la disposition aussi déséquilibrée du code électoral fait qu'une fois que les résultats seront promulgués par le Conseil constitutionnel, il n'y a pas de recours possible et donc ça nous mettra dans une impasse. On ne sait pas vraiment
ce qui va se passer à l'issue de tout cela. La faute, je le dis de manière définitive, elle est totalement du côté du gouvernement qui avait tous les moyens de permettre que les choses se passent très bien, mais devant la force de l'opposition et devant le challenge farouche que les autres partis lui ont opposé, elle s'est vue en danger. Elle a vu la probabilité augmenter comme jamais de perdre les élections et dont les privilèges administratifs et dont tous les coups sont permis pour garder ce qu'on possède. Ok, Fabrice. Oui, je voulais ajouter pour justement répondre à votre question de savoir pourquoi l'annulation totale demandée par le parti univers général des élections. C'est l'expression qu'a utilisée Cabral Libé. Effectivement. Général. Il faut même déjà comprendre, Serge Alonto, moi je pense qu'un seul élément, avant même d'en arriver aux fraudes, il y a un élément fondamental qui permet même déjà de rendre cette élection invalidée. Le simple fait que nous soyons allés aux élections sans avoir la liste définitive des électeurs. Ça déjà, c'est un élément assez suffisant. Assez suffisant. Maintenant, de manière matérielle, sur le terrain, nous avons des électeurs sur l'ensemble du triangle national. Autant les partis d'opposition, autant le parti au pouvoir on s'est tous vus confrontés à cette réalité, où des électeurs arrivent avec des cartes d'électeurs et leur nom ne figure pas sur la liste qui est indiquée sur leur carte. Ils n'ont pas pu remplir leurs devoirs citoyens et leurs droits. Rien que ça, moi j'ai voulu répondre à votre question pour dire que rien que cet élément est suffisant pour que le Conseil constitutionnel invalide cette élection et renvoie les candidats aux urnes. C'est votre avis aussi, Thierry? Je l'ai relevé tout à l'heure. La loi avait prévu des dispositions en raison pour laquelle il y a une commission régionale justement qui veille. Et cette commission est présidée par un président du tribunal qui fait effectivement des dérogations pour permettre aux différentes personnes inscrites sur des listes électorales d'accomplir leurs devoirs civiques sans aucun problème. D'ailleurs, il était facile, je l'ai souligné, il est facile pour quelqu'un qui a son nom sur une liste électorale d'accomplir son devoir civique sans aucun problème. Il est d'autant plus difficile pour celui qui a sa carte dans le nom n'y figure pas de le faire. Mais le législateur avait prévu des cadres justement pour permettre aux autres de le faire, à condition que le recours ou la requête soit acheminé auprès du président 24 heures plus tôt. Maintenant, les listes n'étant pas affichées dans les différents bureaux de vote, cela rendait plus ou moins difficile ces requêtes ou ce travail-là. Mais on s'est rendu compte que pour des plus futés, on l'a souligné, c'est vrai quand même que l'ECAM a commis une erreur à ce niveau. Les listes ont été affichées dans des antennes régionales. Eux, ils parlent de listes provisoires. Et c'est vraiment vrai que les listes provisoires devraient sortir longtemps plus tôt, mais pas à moins 8 jours de cette échéance-là. Ce qui a été fait. Ceux qui ont eu le temps de partir dans ces agences-là, dans ces antennes, ont eu le temps certainement de le vérifier et de faire des requêtes. Et on l'a vu à l'Ouest où des requêtes ont été faites. Et les gens, effectivement, ont procédé, ont accompli leur devoir civique sans aucun problème. J'étais en train de souligner tout à l'heure que, effectivement, le professeur Maurice Kamto a fait de la communication politique, en disant effectivement que on lui a donné un penalty, et donc on lui a donné un mandat de tirer un penalty, il a marqué, mais ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est comme vrai que Wilfried l'a souligné tout à l'heure, il n'a pas dit qu'il a gagné cette élection présidentielle. Mais quand, dans la suite de son discours, quand il souligne qu'il invite le président de la République à procéder à la passation politique et pacifique du pouvoir et qu'il veillerait à sa sécurité, à celle de sa famille, cela renvoie clairement à ce que nous sommes en train de dire, à ce que le commun des mortels a compris. C'est comprendre. Et cela signifie que c'est proclamé vainqueur? D'une manière ou d'une autre, Alain Djibou, d'une manière ou d'une autre, cela est suffisamment clair. Merci, on ne va pas terminer ce débat. Bonsoir, c'est découpé. Bonsoir, Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant 2 ou 3 escales qui vont meubler ce 20h que vous allez une fois de plus présenter. Nous parlerons de ces recours qui ont été introduits au Conseil constitutionnel avec les différents candidats qui sollicitent à la fois l'annulation générale de ce scrutin présidentiel et l'annulation partielle. Quels sont les principaux motifs évoqués dans ces recours? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Ensuite, nous évoquerons également la météo politique qui annonce un climat de plus en plus tendu, notamment à Douala. Une conférence de presse du bâtonnier Yondo Black a été particulièrement interrompue avec force par les éléments des forces de l'ordre et des sécurités dans la ville de Douala. Comment en est-on arrivé là? C'est à suivre dans le journal de 20h. Serge Alain.
Voilà, madame, monsieur, le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve après, toujours en compagnie de mes invités pour le débrief. Voilà, retour sur le plateau équinoxois, c'est l'heure du débrief. Wilfried Kanga, dites-moi, pourquoi avoir choisi un domicile pour une conférence de presse? Qu'est-ce que vous aviez? Pourquoi pas un autre endroit? Parce que quand on choisit les lieux publics dans cette république qu'est le Cameroun, on se rend compte que l'autorisation est compliquée à obtenir et on se rend compte que quand bien même on a l'autorisation, cela n'est pas tenu. On a eu un échange hier sur votre plateau avec Monsieur Georges du côté du journal Repère sur un fameux article qui réglementait la vie politique camerounaise où j'ai tenté de lui faire comprendre que c'est très beau ce Cameroun de Yore, ce Cameroun juridique sur les papiers où tout normalement devrait se passer comme l'exigent les textes, mais le Cameroun de facto dans lequel nous vivons et les faits que nous observons et que nous subissons nous amènent à quelque chose qui est impossible à comprendre. Autant on est en campagne électorale et des meetings peuvent être interdits, autant on peut avoir l'autorisation d'organiser une conférence et cela est interdit, autant on peut organiser une discussion politique chez soi, à la maison, et cela est interdit quand même. On n'a pas compris, je reviens dessus, le statement du professeur Maurice Kamto. On proclame qu'il a proclamé, on lui prête des mots, qu'il s'est proclamé vainqueur, mais nous au MRC, on a la culture de l'anticipation. Dans le même ordre d'idées, nous avons annoncé une conférence au centre-ville de Douala et on a prévu le contingent énorme des forces de l'ordre qu'on a vu sur le terrain. On se demande pourquoi. On est en post-campagne, on peut encore parler politique, c'est un droit. Ce n'est pas un trouble à l'ordre public, on a encore droit à la parole dans ce pays qui s'entend comme un état de droit. Et par anticipation, on a délocalisé, on a changé de lieu. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas ce sens de l'anticipation. Parfois, bon, c'est vrai que ce n'est pas si mauvais que ça finalement, mais c'est à cause des directs Facebook que certains présents au domicile de Monsieur Albert Ndjonga ont fait, qui ont alerté, qui ont informé, parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, les informations vont à la vitesse de la lumière. Donc, du coup, informés de notre présence dans un autre lieu, les forces de l'ordre ont débarqué et nous ont demandé d'annuler la conférence. Le gros point d'interrogation était justement pour quel motif, pour quelle raison. On est donc face à ce gouvernement qui ne tire aucune leçon du chaos qu'il a créé, notamment en zone anglophone, où, même de manière paisible, on a affaire à la répression. C'est-à-dire, il n'arrive pas à comprendre que le contexte compliqué des élections que nous avons aujourd'hui vient du fait que quand des citoyens ordinaires ont voulu parler avec eux, ce dialogue a été empêché. Et donc voilà qu'aujourd'hui, dans un cadre strictement privé, sans mandat de perquisition, sans papier quelconque, parce que l'autorité, la police au Cameroun pense être au-dessus de la loi, alors que les premiers tenus à respecter la loi, puisqu'ils sont chargés de faire respecter la loi, c'est justement la police et les forces de l'ordre. Dans ce pays où la loi n'a pas de loi, on a assisté à ce miracle dont vous avez parlé dans le reportage. Ok. Alain Djipo, vous avez couvert cette conférence de presse. Il était question de la vie de la nation, mais surtout lever certains équivoques par rapport à la sortie de lundi de Maurice Kamto. Naturellement, le MRC, singulièrement, ses lieutenants ici basés à Douala, le lieutenant du professeur Maurice Kamto tenait à faire une sortie pour expliquer un certain nombre de choses à l'opinion publique nationale et internationale, notamment le souci pour le MRC de préserver la paix. Le MRC a estimé que par la voix de Maître Yondo, qui est basé à Douala, Albert Zonga basé à Douala aussi, et Wilfried Kanga basé à Douala, ils ont estimé que c'était nécessaire de faire après Bibou Nissa hier à Yaoundé. Oui, je pense que c'était à Douala l'étape de Douala s'inscrivait dans leur stratégie. Moi, je n'étant pas dans le cercle de décision au MRC, je ne peux pas savoir pourquoi ils ont tenu à faire ça aussi à Douala. Mais en tant que journaliste, j'ai observé que l'annonce qui a été faite un jour plus tôt sur les réseaux sociaux a facilité la mobilisation des flics et des Pandores au domicile de Maître Yondo. Tôt ce matin, toute la zone était, la zone de Aqua, du côté d'un supermarché de la place, était quadrillée par les éléments de force de maintien de l'ordre.
Et le téléphone arabe a fonctionné, a fait le reste pour que, mis au parfum de ce que la police et la gendarmerie rôdaient dans les parages, il était plus judicieux de changer, n'est-ce pas, de lieu. C'est comme ça que ceux qui avaient eu l'information se sont retrouvés directement chez Albin Zonga, où finalement la conférence a pu se tenir. Malheureusement pour les forces de l'ordre, les deux commissaires qui se sont pointés sur ordre de monsieur le préfet du Vouri ont dit clairement qu'ils sont venus sur l'ordre de monsieur le préfet interdire la manifestation parce que celle-ci n'était pas déclarée. Et ce qui a fait sortir, n'est-ce pas, monsieur Albin Zonga de Senghor, oui, qui estimait que c'était pas du tout possible parce que il est un homme politique, il est de surcroît chez lui en train de tenir une réunion en privé avec des amis, et que les deux commissaires sont entrés par effraction dans son domicile sans mandat pour demander aux gens de se mettre dehors. Il faudrait donc que ces éléments de la police embarquent lui aussi, l'embarquent également. Donc, sur ces entrefaites, en fait, la conférence était terminée au moment où les deux commissaires se sont introduits intempestivement dans la salle. Parce que, en fait, Maître Yondo avait déjà fait sa déclaration. Albin Zonga avait reprécisé le message de Maurice Kamto, et il s'apprêtait à faire la passe à Wilfried Ekanga lorsque les deux commissaires, un en civil et un autre en tenue claire avec des talkie-walkie collés aux oreilles, sont entrés brutalement dans la salle et demandé l'arrêt, n'est-ce pas, de cette réunion avec la presse. Okay. Et finalement, le message a été passé. Maître Yondo a fait prévaloir également sa sagesse en demandant aux militants qui étaient venus aussi en grand nombre assister à cette conférence. C'était pas un meeting, mais c'était une conférence de presse. Mais on a quand même noté la présence fort remarquée, n'est-ce pas, des militants du MRC qui étaient déjà échaudés par une présence malveillante des flics et qui voudraient réagir d'une manière ou d'une autre. Heureusement, Maître Yondo a demandé aux uns aux autres de se retirer parce que la conférence était terminée. Ok. Thierry Nyoper, au cours de cette conférence, Maître Yondo Black est revenu sur l'article 137, code électoral, sur la proclamation des résultats, sur le délai. Voilà, non, le délai pose problème. C'est quand même vrai que je parlerai certainement du délai, mais le temps pour moi d'ajouter juste un ou deux mots sur les propos de Wilfried et d'Alain Dipou tout à l'heure, c'est une aberration. En même temps, je salue la sagesse de Maître Yondo Black qui a su quand même contenir les remontées des uns et des autres, parce qu'on a vu Maître Michel Ndoki prendre, en fait, s'échauffer. On a vu Monsieur Albert Zongan également s'échauffer, mais la sagesse de Maître Yondo Black a quand même permis aux uns et aux autres que de sortir de ce domicile sans que les forces de l'ordre n'utilisent le pouvoir répressif légal qui leur est reconnu. Mais toujours est-il que c'est quand même une aberration parce que il ne s'agissait pas d'une manifestation publique, parce qu'on a entendu ces deux commissaires souligner que cette manifestation n'avait pas été déclarée. En réalité, seules les manifestations publiques doivent faire l'objet d'une déclaration selon l'article, je crois, 3, alinéa 2 de la loi, je crois, de la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990, pourtant, manifestation publique et réunion. Donc, il ne s'agissait pas d'une réunion, d'une manifestation publique, il s'agissait simplement d'une rencontre. Alain l'a appelé conférence de presse, ça aurait pu être une rencontre formelle entre amis pour parler justement, comme Albert Zongan l'a souligné, de la politique, pas nécessairement une conférence de presse. Donc, cela ne devait pas faire l'objet d'une déclaration. Une fois de plus, on dénonce cette manière de faire. On n'a pas compris pourquoi ces hommes en tenant, comme moi, le préfet du département du Vouri s'est permis, une fois de plus, de permettre à ces gens de se donner un spectacle de manière inutile, parce que en réalité, cela ne valait pas la peine. On peut bien parler, on est en train de parler de la politique ici, on est en train de parler de cette manifestation, mais pourquoi ils ne débarquent pas pour nous empêcher de faire cette émission? Ce n'est pas possible. Nous sommes au XXIe siècle, ce n'est pas possible. Nous sommes à l'aune où les réseaux sociaux ont pris une ampleur extrêmement considérable. La preuve, la même conférence était diffusée en direct sur des réseaux sociaux et on a vu tout ce qui s'est passé. Et ce n'est pas toujours pour vendre l'image du Cameroun. Il fallait justement dénoncer cela. Oui. Par rapport à la proclamation des résultats,
c'est quand même vrai que la loi dit 2 semaines au maximum. Cela ne veut pas nécessairement dire que les membres du Conseil constitutionnel devraient attendre les 2 semaines pour proclamer le résultat. Si les mécanismes, si tous les procès-verbaux sont passés au pain fin et que au terme d'une semaine, au terme de quelques jours, cela est rendu possible. Si les recours sont passés au pain fin, on ne voit pas pourquoi le Conseil constitutionnel ne ferait pas son travail avant les 2 semaines que prévoit la loi. Donc, Maître Yondo Black a quand même raison. Aujourd'hui, il y a des mécanismes qui nous permettent, avec les réseaux sociaux, avec la nouvelle technologie Internet, nous facilite quand même la tâche. C'est là où la lumière n'existe pas comme dans mon village, notamment en Dognis, mais pourtant nous avons le barrage hydroélectrique de Masso, de Sonlolo, qui produit la lumière. Nous-mêmes, on n'a pas de lumière, mais donc là où ça existe, là où ces cas existent, on peut, d'une manière ou d'une autre, attendre l'acheminement des procès-verbaux, mais là où la technologie permet de le faire le plus tôt possible, il faut le faire et puis rendre ces résultats le plus tôt possible, parce que plus on met du temps, plus cela facilite justement la manipulation des procès. Voilà, cela permet parfois la manipulation des procès-verbaux. Parce que je prends un cas très simple. Ça s'est retrouvé à l'ouest, mais également ici à Douala. Je ne citerai peut-être pas la localité de manière directe. Bon, si vous voulez, hein, à Douala deuxième, où on retrouve des procès, où on retrouve des résultats assez différents de l'administration et de l'ECAM. Quand on compare les deux, les chiffres varient en fonction de l'un et de l'autre. À partir de là, cela pose problème. Pourquoi on ne peut pas, d'une manière générale, avoir les mêmes résultats pour permettre, pour faciliter cette programmation? Ce sont des petits détails quand même qui poussent ces différents candidats à poser nécessairement des problèmes post-électoraux. Ok, Fabrice Toli, c'est une façon pour le bâtonnier Yondo Black de mettre de la pression au Conseil constitutionnel pour que les choses aillent vite, qu'on n'attende pas forcément le 21 ou le 22, quelque chose comme ça? En ce qui concerne... Et comme nous, on soif des résultats. Hein. En ce qui concerne la proclamation des résultats, la loi est claire. Le Conseil constitutionnel est seul habilité à rendre les résultats. Non, nous sommes au niveau du délai. C'est pas... Oui, c'est le délai. De 15 jours. J'en viens, Serge Alain. Maintenant, il va de soi que chaque acteur politique, on l'a d'ailleurs assez relevé sur ce plateau, joue sa partition en termes de mettre la pression au camp d'en face, qui a manifesté depuis 36 ans la force de tout ce qui est négatif, entre autres la fraude. Donc il va de soi que les formations politiques fassent des sorties pour mettre la pression. Pour revenir à la réunion d'hier avec Yondo Black et ce jour, oui. Avec Albert Zongan, il faut dire que nous ne sommes plus dans un état de droit en réalité, depuis très longtemps. Nous sommes dans un état de police. C'est pourquoi vous vous souvenez du meeting que nous devions tenir avec le candidat Cabral Libi au stade Sikam. Une histoire de meeting s'est transformée en quelque chose d'extraordinaire. Pour la simple raison que un sous-préfet n'a pas pu interpréter la loi. Celui de Douala 5e notamment. Le 23, nous étions clairement dans la campagne électorale, mais il a quand même pris celui d'interdire la manifestation. Donc ça revient un peu à cela. Nous sommes... Monsieur Zongan, chez lui, peut tenir une réunion comme bon lui semble. Il s'agit là d'une réunion privée. Je ne vois pas à quel niveau le sous-préfet ou le préfet devrait intervenir. C'est simplement de la police qui est fait en ce moment-là. Ça veut dire qu'on restreint les droits des uns et des autres. Okay. Chacun joue son rôle, mais sauf que le camp d'en face, le pouvoir notamment, le joue mal. Okay. Maintenant, moi, je voudrais faire un commentaire sur la sortie du professeur Maurice Kamto pour dire que... Encore? Un simple commentaire pour dire, peut-être en guise d'amélioration pour les prochaines fois, encore que les recours sont introduits, il a introduit un recours en annulation partielle sur 7 régions, sur 10. Ce qui prouve, peut-être que Wilfried sera d'accord avec moi que ça pose là le problème de ce que sa sortie a été précoce, entre autres. Pour la simple raison que, aujourd'hui, si ce recours introduit sur l'annulation de cette région, de l'élection sur dans cette région, ça prouve simplement que en faisant sa sortie, il n'avait manifestement pas tous les éléments, de manière globale, même à 80%, pour déclarer avoir tiré le pénalty et marqué le but de la victoire. Donc je voudrais simplement faire ça comme commentaire en passant. Ok. Alain Dupont, je reviens à vous.
Passé la présidentielle, vous pensez que la conférence générale anglophone pourra enfin se tenir le 21 et 22 novembre? Il faudrait que cette assise se tienne parce que effectivement, ce sera l'occasion pour toute la communauté anglophone de s'asseoir. Parce qu'on a brandi l'élément qu'il faut attendre que la présidentielle ait lieu d'abord. Je dis donc, bon voilà, on a la présidentielle derrière nous. Est-ce que on va vers l'organisation de la conférence générale anglophone le 21 novembre? Je n'ose pas croire qu'après la présidentielle, qu'il y ait un autre fait majeur qui focalise l'actualité, qui pourrait entraver, qui viendra peut-être perturber le calendrier des tenants de cette des organisateurs de cette conférence, qui de mon point de vue s'annonce comme une des solutions vers la pacification des régions du nord-ouest et du sud-ouest, ce d'autant que elle se propose de rassembler tous les enfants du sud-ouest pour que ensemble ils puissent examiner leurs problèmes de gouvernance, leurs problèmes de développement, leurs problèmes linguistiques, bref, tout l'état qui sont les leurs dans leur processus de développement, et ensuite envisager des perspectives de solutions sur la durée de cette situation qui devrait être corrigée avec la participation, n'est-ce pas, des représentants de l'État. Donc, vous avez donné un chiffre tout à l'heure, 32 millions 346 800 avec francs. tout ce que ça comporte comme les personnes déplacées, les personnes de la diaspora qui devraient venir. Il faudra les accueillir, les héberger, les entretenir. Je pense que c'est plutôt un budget qui me semble réaliste au regard, n'est-ce pas, des objectifs même et des enjeux qui entourent, n'est-ce pas, cette conférence. Soit dit en passant, qui est une idée, n'est-ce pas, des chefs religieux qui ne sont pas restés stériles en l'attitude des spectateurs, qui ont voulu apporter de leur dans la recherche de solutions appropriées à la crise qui fait tant de mal et qui fait couler beaucoup de larmes à ce pays, où on voit des enfants, on voit des familles éplorées au quotidien, on voit un pic de violence jamais égalé dans ce pays à cause de l'arrogance de quelques personnes qui sont du pouvoir malheureusement chargées de réguler la vie sociale pourtant. Thierry Nyope, il y a un problème, il y a les discussions ont chopé à un niveau de cesser le feu. L'armée et les sécessions. Je crois quand même que le côté a été totalement vidé. Ce côté-là, c'est sûr. Le côté a été totalement vidé. Il est question d'organiser cette conférence générale anglophone qui est une brillante idée d'imminente personnalité religieuse. Que l'on respecte. C'est vrai quand même que au sein de la communauté anglophone, la personnalité du cardinal Toumi dérange quelque peu. Beaucoup l'assimilent comme étant très proche de ceux qui revendiquent la sécession du Cameroun, alors que d'autres estiment qu'il est contre le régime en place. Mais toujours est-il que le gouvernement de la République a certainement accepté, accompagner cette belle initiative-là, qui, Alain l'a souligné tout à l'heure, viendra remettre sur la table du débat les problèmes auxquels les anglophones sont confrontés au quotidien. On espère qu'au terme de cela, de belles résolutions sortiront et peut-être cela viendra en appui à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme présidée par l'ancien Premier ministre Peter Mafani Moussonga, parce que en réalité il faut sortir de cette impasse. Le problème anglophone a suffisamment causé beaucoup de crises au Cameroun. Vous avez vu, l'élection ne s'est pas bien tenue au nord-ouest et au sud-ouest. Vivement justement qu'au terme de cela, des solutions idoines soient trouvées. Rapidement, Wifé Kanga, belle sortie de crise, cette conférence générale anglophone. Si l'État aussi joue sa partition, l'État camerounais est mal géré, malheureusement, il est très mal géré. Non, nous restons sur la crise, la conférence générale anglophone. Oui, Est-ce que ça va permettre qu'on sorte de cette crise anglophone? Il est très mal géré en ce sens qu'il y a une partie qui tire des leçons, des mauvais calculs qui ont été faits et qui veut utiliser une autre opération, mais en fait, il y a un État qui applique toujours les mêmes formules. Ça doit être comme l'État le désire pour qu'il se maintienne dans l'ordre actuel des choses. Si cela n'est pas fait,
effet, il y a répression. Avec ce type de mesures, on peut tenir 1 milliard de conférences, il n'y aura jamais de solution. Ok. Fabrice Tolé, rapidement. Oui, sur la question, moi je pense que cette conférence doit avoir lieu pour la simple raison qu'elle offre un lac sur la pléiade de solutions qui ont été proposées afin de sortir à une solution de crise. Ok, merci cher monsieur d'être venu, merci. On retourne dans vos différentes rédactions, comme dit souvent. C'était un plaisir. Voilà, merci madame, monsieur. C'est ici que prend fin Equinoxe Soir, rediffusion 23h GMT. Il sera minuit en Don Hisbé, non loin de son loulou. Voilà, Sanaga Maritime. Bonne soirée à vous.